Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Chloé Charles. Je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit « tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi ». Pourquoi Chloé ? Parce que son choix d'être une chef freelance est audacieux et inspirant. On l'a vu dans les cuisines de Septime de Bertrand Grébeau, à la résidence de Fulgurance, où elle a inauguré l'adresse, dans les restaurants d'Alexandre Gisbert, à qui elle donne un coup de main, ou enfin dans des ateliers contre le gaspillage alimentaire, son dada. Avec Chloé, nous avons parlé de cadeaux d'anniversaire, de management et de Mexico. Bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Julie. Il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est que t'as l'air d'être un rock, de pouvoir abattre un boulot phénoménal, on a l'impression que les choses te rebondissent dessus. Je sais pas du tout si c'est vrai, on a l'impression que rien peut te perturber dans ton travail, c'est vraiment un truc extérieur, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que t'es comme ça ou pas du tout ? C'est gentil. Non, pas du tout. Je doute beaucoup. C'est vrai ? J'ai le syndrome de l'impostrice. Donc ça me fait plaisir parce que du coup apparemment ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais j'ai toujours l'impression que je me mets beaucoup en question. Mais j'ai toujours l'impression que je suis pas forcément à ma place et que j'ai un peu volé la place de on ne sait pas qui parce que j'ai volé la place de personne. Mais quelqu'un. Mais je pense que c'est pas évident et en même temps c'est ce qui fait avancer aussi. Parce que du coup, se remettre en question, ça permet de continuer à évoluer et de grandir toujours. Et c'est la gourmandise qui t'a amené à la cuisine ? Ouais, carrément. C'est la gourmandise. En fait, j'avais pas compris que c'était un métier avant la 3e. Où il y a une fille de ma classe, quand on faisait le tour de qui veut faire quoi plus tard, qui a dit moi je veux faire de la cuisine, je pars l'année prochaine en CAP cuisine. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier, c'est trop génial, moi, je vais faire ça, c'est parti. Et c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé manger, mais vraiment, j'ai ma plus vieille amie d'enfance qui m'a dit, son plus vieux souvenir, c'est qu'on s'échangeait, j'échangeais les gâteaux, je faisais du troc, je regardais, mais toi, t'as tel gâteau, moi, je veux tel gâteau. Je mangeais la pâte à sel, après, j'ai commencé à faire du pain avec mon grand-père. Qui a retapé un four à pain à bois en Bretagne. On utilisait la chaleur du four pour faire à manger avec ma grand-mère directement dans le four à pain. Mais c'était c'était dans le cadre familial, mais t'avais pas d'aïeul dans la gastronomie ? Ah non, zéro. Il y a personne de ma famille. J'ai juste une cousine, mais une cousine issue de Germaine qui a fait Ferrandi 2 ans avant moi. Mais par un hasard pur et je suis pas on est devenus proches grâce à la cuisine mais j'étais pas très proche d'elle à la base et sinon tu cuisinais aussi petite ? Ouais je cuisinais pas mal tu cuisinais quoi ? J'ai un bon souvenir de avec ma grand-mère je cuisinais pas mal des flancs de courgettes, des poulets rôtis, elle a un potager donc c'était assez légumier quand même. Et puis sinon après à la maison j'ai un bon souvenir mais je sais même plus ce que j'ai cuisiné ce soir-là. En fait on a fait craquer la babysitter avec ma sœur et mon frère qui est parti de la maison en fait avant que mes parents reviennent. Et du coup j'avais fait à manger pour tout le monde et j'ai le souvenir d'avoir vraiment la tête à la hauteur de la gazinière. Je sais pas quel âge j'avais, mais je devais pas être très très grande. Et ma mère, quand elle est rentrée, elle était quand même sacrément flippée. Parce que c'est moi la plus grande. T'inquiète, j'ai fait à manger pour tout le monde. C'est ça. Je gère. Vu que c'est moi l'aîné et que j'avais la tête qui arrivait à peine au-dessus de la gazinière, je sais pas quel âge on avait, mais je devais être très vieux. Et donc, c'est en 3e que tu as envisagé d'en faire ton métier. Comment ça s'est passé après ? T'es pas allé directement en CAP ? Non, je suis pas allé directement en CAP parce que mes parents voulaient que je passe mon bac. Ma mère va me tuer si elle écoute cette émission, mais parce que j'arrête pas de raconter ça, mais c'est assez vrai. Finalement, sur le moment, j'en ai beaucoup voulu. J'étais une sacrée teigne d'ado.
Je passais mon temps à cuisiner à la maison, je faisais des stages pendant les vacances scolaires. Ah oui Ouais, dans des t'as restaurants. commencé à te familiariser avec l'univers. J'ai notamment, j'avais trouvé un stage chez Pic, à qui j'avais écrit une lettre de motivation de malade en disant que je voulais absolument aller travailler chez elle parce que c'était pour moi une des plus grandes chefs femmes et que moi aussi je voulais travailler là-dedans. C'est génial. En fait, ma mère travaillait à ce moment-là, elle faisait des objets publicitaires pour le Bottin Gourmand. Et du coup, elle avait rencontré le directeur et elle m'avait trouvé un stage là-bas. Donc j'étais parti à, je sais pas, je devais avoir 16 ans ou un truc comme ça, dans la maison des stagiaires de chez Pic. Et j'avais passé 3 semaines là-bas où je m'étais éclaté, où j'avais écossé principalement des petits pois, mais Faut commencer par quelque chose. il faut bien commencer par quelque chose et du coup non, je m'étais trop éclaté et pareil après mes parents me trouvaient un peu des stages à droite à gauche dans les endroits où ils allaient et où Dans l'espoir de te dégoûter ou pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait ça les dérangeait absolument pas que je fasse de la cuisine, c'est juste qu'ils voulaient que je passe un bac, que j'ai une culture générale et que en fait ce qu'ils se disaient c'est si jamais en fait ce métier ne lui plaît pas, en fait on fait rien sans le bac, même si en même temps le bac sert à rien, mais T'assures ça te donne la possibilité de continuer dans une autre voie si tu changes d'avis. c'est ça, exactement. Et donc du coup j'ai passé ce bac là. J'ai fait comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je foutais rien jusqu'au 3e trimestre et après là je mettais le coup de boost pour passer la classe supérieure et j'ai eu mon bac avec 10,02 de moyenne. Ce qui t'a permis de rentrer à Ce Ferrandi. qui m'a permis de rentrer à Ferrandi où là par contre j'avais fait un dossier pareil, j'avais fait un cahier avec des photos de tous les livres de cuisine que j'avais déjà, je m'étais acheté un KitchenAid donc j'avais mis une photo de mon KitchenAid qui s'appelle Robert, que j'ai toujours, qui est rouge, que j'ai acheté quand j'avais 15 ans. Tous mes copains qui se foutaient de ma gueule parce que je m'étais acheté un batteur à 10 vitesses et ils comprenaient pas parce que tout le monde s'achetait des baskets, je sais pas moi, des baskets, des casquettes, on sortait en boîte ou je sais pas quoi et moi j'avais économisé Pour ton KitchenAid, pour Robert. Pour Robert, mon KitchenAid. Tu te souviens de Ferrandi et de ces années là-bas? Ouais. Avec carrément. Alex. Avec Alex. Alexandre Gisbert. Alexandre Gisbert. On n'était pas si potes. On s'entendait bien, mais c'était pas un aussi bon ami qu'il l'est maintenant. Il y avait un peu la bande des nanas, la bande des mecs. Non, c'est la belle vie hein, quand on aime faire de la cuisine et qu'on se retrouve dans une école de cuisine comme celle-là, qui est suréquipée. Avec des profs passionnés, passionnants, minimum de chefs étoilés qui passent par semaine pour nous faire des démonstrations de cuisine. En fait, il y avait Charles, ce qui était, ça va parler à tout le monde. Charles, le mec qui tenait le bar d'en face, qui nous tenait des comptes. Et donc du coup, on payait à la semaine. Et en fait, c'était horrible parce que on pouvait commander les. En fait, on n'avait pas besoin d'argent pour commander des bières. Et donc, du coup, on se retrouvait à la fin de la semaine, alors qu'on gagnait pas vraiment de sous. Moi, je me suis retrouvé avec des additions à 180 € la semaine de bière et de café. C'était ridicule. On jouait au poker en face. T'étais en apprentissage, hein? J'ai fait ma première année en CAP en apprentissage, donc en alternance. À l'Épi du Pain. À l'Épi du Pain. Là, j'étais 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Et puis après j'ai fait l'école supérieure de cuisine française. Et là, c'est 6 mois à l'école, 6 mois en stage. Comme t'avais fait des stages, t'as pas eu ce truc... est-ce que c'est ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, enfin, tu t'es tout de suite senti à l'aise dans ce métier? Ouais, en fait, même à l'Épi où c'était très dur, parce que déjà, faut quand même, enfin, tout le monde me dit toujours, ouais, mais comment tu fais pour tenir debout comme ça tout le temps, dormir peu, travailler beaucoup, machin. En fait, c'est un rythme à prendre. C'est pas. Ça vient pas d'un coup. Ça vient pas d'un coup, mais surtout c'est comme
Je suis loin d'être une sportive de haut niveau, mais c'est comme les sportifs, en fait, ils s'habituent au bout d'un moment à courir. Les mecs qui courent un marathon et qui en courent un par mois, si ce n'est même un par semaine, s'ils sont complètement habitués. Et nous, c'est un peu pareil, en fait. Sauf qu'au début, il faut s'habituer à être debout de 8h du matin à minuit, en portant des choses, en descendant et en montant des escaliers. Et avec la chaleur, c'est pareil, il faut s'y habituer aussi. Au début, c'est compliqué. En plus, à l'Épi, il fait très très chaud. En plus la hotte avait pété l'été, donc on nettoyé les frigos, on avait sorti les thermomètres, en ayant éteint le fourneau, quand la hotte avait pété, je me souviens, il faisait 45 degrés dans la cuisine. C'est vraiment c'est un rythme et une fois qu'on y est habitué, ça va déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que moi, à l'Épi du Pin, j'avais quand même déjà tout ça juste à encaisser et à apprendre finalement. Ça fait aussi partie de l'apprentissage d'apprendre tout ça, de rester debout et même physiquement quoi. Et c'est vrai que moi je me souviens au bout de 3 mois, ça faisait faire 3 mois que j'étais à l'Épi du Pin, mes parents habitaient à côté. J'avais décidé d'aller juste marcher, d'aller à la grande épicerie de Paris à 5 minutes de chez mes parents. Et allez, 5-10 minutes à pied, et en fait je suis arrivé là-bas et j'étais épuisé. En fait je me suis assise, j'ai repris des forces. À 17 ans, normalement 10 minutes de marche, on n'a pas cet épisode là quoi. Comme une mamie presque. Comme une mamie presque qui doit s'asseoir pour après avoir marché pendant 10 minutes quoi. Et c'est juste que en fait voilà, c'est l'habitude de rester debout, de dormir moins. Tu l'acquiers. Ouais, tu l'acquiers au fur et à mesure. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage. Est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit quand tu as commencé la cuisine ? Est-ce que tu voulais devenir chef, avoir ton restaurant, des choses comme ça ? Tu te projetais ou pas du tout ? Ouais, alors quand j'ai commencé la cuisine, je voulais un restaurant pour mes 30 ans. Donc clairement j'ai changé mes plans, mais je voulais absolument mon restaurant pour mes 30 ans, c'était mon objectif. Et d'ailleurs, à mes 30 ans, je me suis dit, où est-ce que j'en suis ? J'ai cherché un restaurant. Finalement, et en fait, d'opportunité en opportunité, je me suis dit, en fait, est-ce que créer mon entreprise, c'est pas comme monter mon restaurant, c'est juste que c'est légèrement différent, mais au final, je suis indépendante et c'est ce que j'ai toujours voulu, donc je suis plutôt contente de moi. Est-ce que tu te souviens des chefs que t'admirais quand t'as commencé ? Ouais, alors déjà moi, en fait je voulais pas être cuisinière à la base, je voulais être pâtissière. Et j'allais chez Pierre Hermé beaucoup, chez La Durée un peu. Et j'achetais des macarons et je gardais les boîtes. Et en fait avec mon Robert, mon robot, je faisais des macarons qui ressemblaient clairement à des espèces de BN plats et mous. Tu les mettais dans les boîtes et tu les offrais ? dans les boîtes et je les offrais à ma famille. C'est un peu dossier ce que je dis. Et alors, le leur marchait ? Et non, le leur marchait pas du tout. Ça faisait évidemment plaisir à tout le monde, mais on peut pas dire que ça y ressemblait. Franchement, ça faisait vraiment la taille d'un BN, parce que je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à avoir la collerette, à avoir des macarons qui se tiennent, ils retombaient tout le temps. Et le jour où j'ai réussi, d'ailleurs, ça m'a saoulé et j'ai arrêté d'en faire. Donc t'admirais plutôt des pâtissiers. Donc j'admirais plutôt des pâtissiers et après je sais pas pourquoi, parce que c'est assez classico-classique, et en plus je l'ai jamais rencontré, et c'était vraiment avant de commencer la cuisine, c'est Michel Roth. Genre vraiment le truc complètement incongru, et je pense que c'est un peu cette espèce de figure du chef classique français, avec le tour de cou, la grande toque, la veste blanche qui retombe quasiment, un manche vraiment longue, toujours nickel chrome. Ouais, non, c'est drôle. Et les concours, ça te faisait rêver ou c'était juste sa figure à lui Non, pas du tout les concours, et en plus même ça m'a vraiment jamais fait rêver, alors qu'à Ferrandi j'étais commis pour les entraînements au MOF de mon prof de cuisine. Et j'ai fait quand même un concours pour essayer en fin de Ferrandi. Je sais pas si je peux dire ça. Un concours de sushi.
au CIRA à Lyon, un concours européen de sushi où on a appris à faire des sushis. Il y avait un concours de rapidité pour faire des sushis. Il y a pas de sens. T'as mis combien de temps? Je sais plus, non, c'était en fait on avait un temps imparti et c'est celui qui faisait le plus de nombre de sushis en ce temps imparti, donc je sais plus combien j'en ai fait. Mais c'était vraiment à la fin de Ferrandine, donc en fait le truc c'est qu'on devait terminer notre mémoire, on allait partir en stage et c'était en fait on a fait la fête de fin d'études, une soirée mémorable avec Alex justement. La veille ou l'avant-veille où on avait tellement bu on essayait de déplacer des voitures de leur place de parking pour les mettre au milieu de la route. Tu sors beaucoup de dossiers là, Chloé, je trouve. Oh, c'est drôle, c'est des trucs de gamins. Ouais, j'aime bien, c'était la bonne époque. Et du coup, je suis arrivé à Lyon, T'étais pas dans le mood concours, quoi. J'étais pas du tout dans le monde concours. Par contre, ce qui était très cool, c'est qu'ils avaient fait venir des chefs japonais et je me souviens, ils avaient levé un thon qui devait faire 300 kilos. Non, c'était assez fou. Et que, en fait, justement, il y avait ces chefs japonais là qui, pour le coup, eux, ils faisaient des sushis en 2 temps 3 mouvements. Non, c'était assez marrant. Et après, il fallait faire un maki. De son pays, parce que comme c'était un truc européen. Et donc du coup moi j'avais fait un truc genre thon, foie gras, poire et épinards ou un truc comme ça. C'était drôle. J'ai toujours le couteau qu'ils nous avait offert. Je me souviens, il y avait un Polonais, en sortant le couteau de sa boîte, il s'est coupé le doigt. Il s'est coupé le doigt, mais genre vraiment beaucoup quoi. J'ai pas fait le concours. Tu parlais de Ferrandi, les derniers 6 mois, t'étais en stage? C'était chez Lasser? Non, pas du tout. Les derniers 6 mois, j'étais à l'Astrance. À l'Astrance. Lasser, c'était mon premier stage. De Ferrandi. De Ferrandi. Et... Donc t'es resté 6 mois à l'Astrance? Je suis resté 6 mois à l'Astrance. J'ai eu beaucoup de mal à partir de l'Astrance. J'ai voulu y rester j'ai voulu essayer d'y retourner pendant des années. Je pense que j'ai eu l'espoir d'avoir une place une place en CDI là-bas pendant facile 6 ans. Et puis finalement c'est Baptiste Day qui l'a eu, adorable d'ailleurs, qui m'a demandé. Il savait que je la voulais. Enfin, on avait travaillé ensemble à l'Agapé et je parlais tellement de l'Astrance que en fait quand on lui a proposé la place, il m'a appelé pour me demander si ça me dérangeait pas que je prenne cette place-là et si c'était pas moi, si finalement elle me revenait pas quoi. Et en fait, je partais en voyage pendant 4 mois et demi avec ma meilleure amie en Asie du Sud-Est. Et il y avait, avoir l'opportunité d'avoir, à cet âge-là, en tout cas, et l'argent et le temps de partir 4 mois et demi en vacances avec quelqu'un d'autre. J'ai longtemps hésité, puis après, je me suis dit non, mais en fait, je vais faire ce voyage, c'est pas grave. Donc, Astrance, Lasser, t'as travaillé avec David Toutain aussi? J'ai travaillé avec David Toutain, au retour de ce voyage-là, justement. À l'Agapé Substance? Ouais, j'ai travaillé à l'Agapé Substance. En fait, je rentrais de voyage et je sortais de l'Agapé tout court. Et en fait, je voulais travailler dans un 3 étoiles parce que selon moi, j'étais pas... Là-bas, j'ai appris vraiment les cuissons, j'ai appris les légumes avec Guillaume Bracaval, qui est un chef qui est passé par l'Ambroisie et par Passard, donc des cuisines très épurées, vachement sur le produit, des bases classiques françaises. Et je me dis c'est bien, j'ai appris tout ça, mais par contre, et c'est toujours le cas maintenant, je sais pas faire une brunoise carrée, 1 mm sur 1 mm. En fait, c'est un truc que je sais pas faire et depuis toujours. Et du coup, je me dis ok, va te faire un 3 Mac. Comme ça, tu vas apprendre la rigueur et tout. Et en fait, je fais un essai à Paris dans un 3 étoiles que je ne citerai pas. Et là, donc, je fais cet essai dans ce 3 Mac et je me retrouve à travailler des produits de mauvaise qualité. Il y avait beaucoup de choses qui congelaient. Je me retrouve à tourner, je sais pas combien, je crois que j'ai tourné 60 kilos d'artichauts pendant le midi pour en faire de la soupe qu'après ils congelaient. J'étais là, ok, en fait, j'ai pas du tout envie de travailler dans cet univers-là et finalement, je travaille dans des restaurants qui sont non étoilés, mais où on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, à l'Épi du Pain, qui était un bistrot de quartier, un des premiers trucs de bistronomie, on faisait plus attention que dans ce 3 étoiles-là. Donc je passe à l'Agapé Substance parce que ça avait ouvert pendant que j'étais en voyage.
Et j'avais pas vu le restaurant, et là David me dit on cherche des extras en salle, est-ce que tu peux venir? Je suis ok, donc je passe 3 jours en salle, et il me dit mais en fait nous on veut des chefs de partie, viens faire un essai. Moi le restaurant en soi me plaisait pas trop, et en fait j'ai fait un essai, et pendant cet essai il y a Kosuke qui est en train de décortiquer des oursins, et les oursins sont pas beaux, et donc du coup David lui dit: tu prends le corail d'oursin, tu le mixes avec de la banane, ça va nous faire une pâte, et comme ça on va faire un condiment oursin pour accompagner je sais plus quoi. Et là je me dis mais ce mec est un génie, parce que je goûte cette pâte d'oursin. En fait c'est pas du tout le goût de la banane, la sucrosité de la banane atténue l'amertume un petit peu de l'oursin. Il y a quand même toute la puissance de l'oursin, c'est super bon, la texture est top. Et là je me dis bon ok, en fait c'est ça que je veux. Et donc j'ai passé 8 mois là-bas. Seulement 8 mois, c'est ma plus courte expérience en CDI, à part en CDI, parce qu'à Fulgurance j'étais en CDD. C'était hyper dur, parce que David c'est quelqu'un de très exigeant, mais en même temps c'est ce que je cherchais à ce moment-là. Hyper créatif, avec des techniques hyper intéressantes. On créait 4 plats par semaine. Non, c'était vraiment top. Pour le coup, j'ai énormément appris en 8 mois. Et après Et après Septime, en fait, je cherchais une place de seconde. Et puis, David, qui est très pote avec Akram, m'a dit qu'Akram cherchait. Et en même temps, moi, Septime avait ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme je connaissais Bertrand de l'Agapé, je voulais une table à Septime, et je lui dis au fait je cherche une place de seconde. Je dis attends, faut qu'on discute, et puis ça s'est fait. Et finalement Akram je l'avais rencontré, j'aime beaucoup Akram, mais je sais pas pourquoi j'avais mieux senti Septime, et puis en fait je l'ai jamais regretté parce que c'était top à Septime. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce début de carrière? À ce moment-là c'était ce qui m'a le plus marqué à Septime par exemple, c'est la première prise de responsabilité réelle que j'avais, et c'est gérer 6 personnes, commencer à avoir la pression de la gestion d'une cuisine et d'un service en entier. Enfin j'ai pris du recul, et je me suis dit mais en fait c'est ça, et je comprends, j'ai encore déjà un petit peu mieux compris pourquoi les chefs étaient stressés, et je crois que je l'ai encore plus compris à mon premier service de Fulgurance, où là j'ai tout compris, et je me suis dit ah mais c'est ce stress là en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont tous comme ça. Et quand t'es parti de Septime, en quelle année c'était? Je suis parti de Septime, ça va faire je suis nul en date, ça va faire 3 ans aujourd'hui. Je suis parti de Septime en 2015 je crois. Quand t'es parti de Septime, t'as pas voulu chercher de place ailleurs? C'était pour te lancer à ton compte? Non, quand je suis parti de Septime, comme en fait entre tous mes boulots, en fait j'ai voyagé. Et en fait quand je suis parti de Septime, j'avais ce gros regret de pas avoir fait d'Erasmus ou d'avoir habité à l'étranger, et du coup je suis parti de Septime pour aller habiter à Mexico, ce qui a été un échec total parce que j'y suis resté 3 mois. Bon, t'as essayé, t'as plus le regret. J'ai essayé, et en fait je me suis juste rendu compte que c'était pas si grave d'aimer vivre à Paris, d'adorer voyager aussi, et qu'on n'était pas obligé d'aller vivre ailleurs et de tout quitter, tout plaquer, sa famille, ses amis, sa copine, pour juste aller être Erasmus à Mexico. Faire mon Erasmus à 28 ans quoi. Et comment tu t'es retrouvée à être une intermittente de la cuisine? C'est un choix, c'est un mi-choix. Un mi-choix. C'est-à-dire qu'en fait, donc en rentrant de Mexico, j'ai discuté avec Hugo et Sophie de Fulgurance, qui m'ont proposé donc cette place-là. La première place de chef. La première place de chef pour l'ouverture de leur restaurant, où j'ai pas hésité du tout avant de dire oui. Et en fait, je me suis dit c'est cool, comme ça je vais faire Fulgurance, et puis après j'aurais fait l'ouverture d'un restaurant, voire même 2, parce que comme Fulgurance avait pris du retard, moi j'ai fait l'ouverture de Rococo avec Alex. On s'est lancé dans le kebab, mais finalement une ouverture ça reste une ouverture, qu'on fasse du kebab ou un restaurant gastronomique, il y a quand même beaucoup de choses à gérer,
Et donc du coup, je me suis dit, bon bah voilà, après Fulgurance, j'ouvre mon restaurant. Sauf que je vis Fulgurance, je me suis éclaté à Fulgurance. Mais je me dis, en fait, j'ai complètement revu la manière dont je voulais ouvrir mon restaurant. Déjà, je me suis dit que j'allais ouvrir plutôt à Pantin, en banlieue parisienne, qu'il y avait ouvrir un restaurant dans le 11e, en fait, c'était quand même un peu compliqué, qu'il y en avait quand même beaucoup, et que c'était peut-être pas la meilleure idée, et que j'avais pas tellement envie d'aller dans le 14e ou dans le 15e non plus, où il y a quand même pas beaucoup de restaurants. Enfin, il y en a, mais... C'était moins ton quartier de prédilection. C'est moins mon quartier de prédilection. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des restaurants. Et puis, en fait, de fil en aiguille, grâce à Fulgurance, on m'a proposé de faire des dîners pour des marques, des dîners privés. J'ai aidé à l'ouverture d'un restaurant qui fait du poulet frit, qui s'appelle Côte-Côte, où j'ai mis au point toutes les recettes, l'aménagement de la cuisine, enfin, un peu comme ce que j'ai fait à Zebra pour Alexandre, mais en plus petit. Et puis de fil en aiguille, ces expériences-là m'en ont rapporté d'autres. Je suis reparti voyager aussi. Ça te plaît ce côté libre? Ouais, c'est un vrai choix aujourd'hui. Ouais, en fait, j'adore ça. Je veux dire, c'est super éclectique. Aujourd'hui, je suis à Zebra. À la fin de la semaine, je serai à Perruche. Demain, je suis à Poitiers et à Niort pour faire de la formation en réduction des déchets dans des restaurants. Donc, je visite une vingtaine de restaurants dans cette région-là. Voilà. J'organise des mariages et des dîners. Enfin, ça change tout le temps. Il y a rien qui est hyper logique. Au début, là en ce moment je suis vraiment très occupé, mais il y a des moments où je travaille aussi un petit peu moins. Là bon, je travaille beaucoup plus, mais c'est hyper cool quand même de pouvoir organiser son emploi du temps un peu comme on l'entend, et puis surtout de jamais faire la même chose, quoi. Donc non, j'adore. Finalement, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément pensé à ça. Ça s'est imposé et finalement t'aurais... Alors, en fait, à la base, j'avais une idée aussi d'ouverture de restaurant où je voulais ouvrir un restaurant un peu atypique, un peu comme l'a fait Céline, mais Céline femme chez elle, oui. mais avec quand même un vrai local, mais avoir une table qu'on puisse réserver à partir de 8 jusqu'à une quarantaine de couverts et travailler uniquement sur réservation. Et faire que des grandes tables, et en faire une tous les soirs, et avoir juste une associée en salle, plus puis prendre des extras si jamais il y a plus de monde. Sauf qu'en fait, c'était pas si facile que ça, mais c'était aussi dans le but justement de pouvoir dire, voilà, si j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie que je veux pas rater et que j'ai raté depuis ces 10 dernières années parce que j'ai travaillé comme une malade pour en arriver là où je suis, et cette fois-ci je le raterai pas, parce que j'aurais au moins choisi un modèle de restauration qui me permettra de faire un peu plus que de dire non. De dire non, exactement. Je ferme aujourd'hui. Ouais, exactement. Et du coup là, si par exemple il y a 1 mois et demi de ça, j'ai fait une grosse folie, c'était les 30 ans de ma sœur, j'avais vraiment envie d'y aller. Sauf qu'en fait il y avait l'ouverture de Zebra, donc j'ai pas pu. Ma sœur habite à Hong Kong, donc j'ai pas pu partir une semaine à Hong Kong comme prévu. Par contre, j'ai quand même pu faire le week-end à Phuket avec eux, et je suis parti un week-end à Phuket. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas pu faire si j'avais un restaurant. Mais j'avais vraiment pas envie de rater l'anniversaire de ma sœur, et on se voit pas souvent. J'ai une amie qui vit à Phuket, je voulais pas les rater toutes les deux, et je l'ai fait, et je pourrais pas le faire si j'avais un restaurant. Et l'ouverture du resto est repoussée, ou pour l'instant c'est plus à l'ordre du jour? Je sais pas. Les deux questions. Les deux réponses. En fait, ce que j'aime aussi avec cette nouvelle vie, c'est que... Enfin, cette nouvelle vie. Ouais, si, cette nouvelle vie, c'est qu'en fait, je vais voir où est-ce que ça mène. Tant que je kiffe, je continue. Et puis si après, je ressens l'envie d'avoir un restaurant, j'ouvrirai un restaurant. Est-ce que je serai associé avec quelqu'un? Est-ce que je vais trouver une place de chef en or en étant salarié? En fait, j'en sais rien. Mais y a quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est être libre, et surtout pas avoir de poids et quelque chose qui m'enchaîne à un lieu ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, en faisant la comparaison entre ce que je vis aujourd'hui et le fait d'avoir un restaurant, pour l'instant, le fait d'avoir un restaurant, je le vois plutôt comme un boulet qui m'empêche de bouger et qui m'empêche de faire ce que je veux.
Au quotidien en tout cas. C'est que t'es à la bonne place. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, j'adore ma vie aujourd'hui et j'adore bosser, quoi. Donc, c'est cool. On va passer au questionnaire aller-retour. Ah, le fameux. C'est des petites questions faciles. Ton âge, 31 ans. ton signe astrologique, Scorpion. ton plat signature Celui que je préfère cuisiner, c'est le bœuf bourguignon. et ton plat préféré. Et mon plat préféré, il y en a tellement. Mais c'est plutôt, moi, le truc que j'adore manger à la maison le soir, comme ça, tranquille, et dont je peux saliver, ça va être une caille au poivre de Laotiam, quoi. Le chef que tu admires le plus, Pascal Barbeau. ton ingrédient préféré, La moutarde. ton ingrédient détesté, La mayonnaise. même maison. Même maison, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, ça passe pas. Je m'étais même allergique à la mayonnaise sur les trucs de colo, là, les fiches de renseignement, Pour être sûr qu'on t'en met les pas fiches dans médicales. Pour être sûr Ça qu'on t'en marchait mette pas pas du dans tout. ta Macédoine. C'est ça marchait pas quand même. Ton ustensile fétiche, Bah, mes couteaux. Quand je suis parti de Septime, toute l'équipe m'en a offert un qui est tellement beau, j'ai eu du mal à l'utiliser au début, mais maintenant je l'adore. ton dernier meilleur repas, Mon dernier meilleur repas à ventre, le resto que tu aurais aimé ouvrir, Septime. le meilleur compliment qu'on t'ait fait. Que j'étais juste. Mais ça vient pas de client, ça vient de mon équipe. D'un chef. Non, quelqu'un de mon équipe. Et la pire critique. Que ça, ouais, enfin, c'est plus des. Quand on critique un plat qu'on aime beaucoup et qu'on me dit, mais attends, en fait, j'ai pas compris ton plat, alors qu'on est très fiers, je pense que ça m'est arrivé une fois à Fulgurance. Fait mal. C'est forcément, ouais, enfin, surtout il y a des plats, en fait, souvent on s'en rend compte et on sait que c'est pas top, mais quand c'est un plat dont on est fier, c'est pas Ça très fait plus agréable. mal. Du coup, voilà. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi? Bon, c'est un peu toute ma vie, hein. C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais si je fais pas de cuisine, je sais pas. Je pense souvent, quand on est très fatigué, on a un peu des pensées négatives ou on a un peu peur de trucs. Et quand je suis sur mon scooter, je me dis putain, si je me casse la gueule et que je me casse les deux mains, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je sais pas. Je sais pas. C'est vital. Ouais, enfin, qu'est-ce que je fais si je fais pas de cuisine? Franchement, j'en sais rien du tout, quoi. Qu'est-ce qui guide ta cuisine? La gourmandise. Et la gourmandise, mais et l'altruisme aussi. Je dis tout le temps ça. Je dis ça un peu à tout le monde ici. C'est faut toujours se mettre à la place du client. Donc mettez-vous à la place du client. Faut connaître. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de manger? Faut connaître le prix des plats pour mieux. Enfin, voilà. Est-ce que tu sais combien ça coûte? Ça coûte 12 €. Est-ce que tu as envie de manger ça pour 12 €? Bah non. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup pour les autres. Est-ce que c'était difficile de trouver ton style dans tout ça, quoi? C'est difficile de trouver son style et ça procure beaucoup de stress. C'est un stress que j'ai éprouvé à Fulgurance que je connaissais pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est un stress qui est hyper fatigant en fait, qui est cette espèce de stress de la création et de prendre tout le poids d'une cuisine sur ses épaules alors que c'est pas forcément nous qui cuisinons, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai compris Bertrand Grébeau qui disait non mais attendez, vous vous rendez pas compte, si jamais c'est pas bon, c'est parce que on va dire que c'est moi qui sais pas cuisiner alors que c'est pas moi qui l'ai cuisiné, quoi. Et bien sûr que je le comprenais avant, mais là en plus j'ai ressenti ce stress qui est un stress qui est complètement différent de tous les stress que j'ai connus. Alors j'ai travaillé beaucoup sous pression, beaucoup, et qui est un stress qui est harassant. Et c'est pas le même stress, par exemple, si tu signes ici, donc au Zebra, tu non, parce fais que la je suis carte. caché. Ici c'est le stress d'Alexandre, c'est pour ça qu'il est stressé. Si jamais c'est pas bon, c'est son nom. C'est parce que Alexandre a mal cuisiné, alors que il est là 2 jours par semaine, mais finalement c'est pas lui le chef, c'est Anthony, il chapeaute le tout, mais et par contre si c'est pas bon, C'est moins stressant de travailler pour les autres que de mettre son nom sur la carte et de... ouais. Je donne très peu mon nom parce que déjà la plupart du temps je mets au point des choses et puis c'est pas moi qui suis derrière, donc j'ai pas envie qu'il y ait mon nom qui apparaisse, et puis je suis pas Joël Robuchon, donc voilà. Et puis j'ai pas de mainmise sur la qualité aussi,
Parce que par contre, si jamais je donne mon nom ou si c'est moi la chef officielle, moi je suis tout le temps là, je suis tout le temps là en train de contrôler, je suis en train de contrôler la qualité des produits, la façon dont c'est cuisiné. Mais j'ai quand même de la liberté parce qu'au final, quand des gens m'appellent pour monter un concept, même si il y a un cadre à ne pas dépasser, c'est quand même moi qui crée. Quand j'ai travaillé sur Côte-Côte, oui, je devais faire que des recettes de poulet frit, mais par contre, c'est mes recettes, c'est moi qui les ai mises au point. Donc c'est quand même assez agréable. Puis moi j'aime bien travailler dans la créativité, j'aime bien avoir un cadre. Je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi. Là je sais pas quoi dire. Alors que si on me dit t'as ça comme produit et t'as ça comme matériel et telle place et t'auras seulement une personne avec toi, je sais vachement plus vers quoi aller en fait. Et on va revenir à ta première carte chez Fulgurance. On en parlait la dernière fois. Ouais. Tu me disais que c'était que de la regarder avec le recul. C'était, je sais plus quel terme tu as employé, mais non mais c'est vrai qu'on l'a. Enfin, ça fait toujours la première carte d'un restaurant, mais on en avait. On en parlait avec Alex sur sa carte de Roca, on en a parlé avec Bertrand sur la première carte de Septime. Et moi je pense que du coup au début j'étais un peu là genre mais non c'était vachement bien ce que vous faisiez et maintenant que j'ai du recul et je peux dire que je vois ma première carte à Fulgurance, forcément il y a plein de trucs à redire. C'est pas vraiment ça. Moi j'avais fait je me souviens en plat j'avais fait une espèce d'assiette de la mer avec des Saint-Jacques, des bulots et des moules. Là ça n'a pas l'air du tout sexy comme ça mais non pas trop. mais c'était quand même c'est quand même quelque chose que j'ai choisi et dont j'étais quand même plutôt contente mais c'est pas du tout quelque chose que je referais aujourd'hui et elle était dure à construire cette carte, elle t'avait pris du temps, elle était parce que c'était ta première carte signée Chloé Charles. Ouais, elle m'a pris du temps. Elle m'a pris pas mal de temps parce que je suis parti sur certaines choses, j'y suis revenu. Après, j'ai différents fournisseurs qui sont arrivés où je voulais utiliser leurs produits. J'avais fait une journée de formation avec Yves-Marie Le Bourdonnec. Donc du coup, on avait du super bœuf. Donc je l'ai ajouté à la carte. Et puis comme je disais, quoi, faut pas se louper. C'est con, mais avec l'expérience, par exemple, faire la carte de Zebra avec Alex, en plus c'est à 2 personnes. Finalement, c'est presque le truc le plus facile de cette ouverture. Et pareil pour la carte de Perruche. En fait, finalement, une carte, une fois qu'on a un petit peu l'expérience, c'est relativement facile. Quand on veut pas, quand on n'est pas à la recherche d'une étoile ou d'être le cuisinier le plus créatif de Paris, et qu'on veut juste faire quelque chose de bon et faire plaisir aux gens, faire une carte, c'est relativement facile. Et ça devenait facilement à la fin, à Fulgurance ? Les recettes venaient... Ouais, à Fulgurance, j'ai pas mal éprouvé aussi. J'ai fait... Au début, au début, j'avais l'impression qu'il fallait que je change ma carte en entier toutes les semaines. Donc du coup, ça, je l'ai fait pendant un mois, sauf que je me suis hyper vite épuisé. Parce que déjà c'est hyper dur de changer toute sa carte en entier toutes les semaines parce que c'est-à-dire qu'on repart de 0 au niveau des mises en place, il faut tout expliquer à aux gens avec qui on travaille. Au niveau des commandes, c'est compliqué aussi après j'ai changé entre 2 et 3 entrées, plats ou desserts par semaine. Et ça me permettait d'avoir des plats beaucoup plus aboutis sur lesquels j'avais beaucoup plus réfléchi parce que c'est vrai qu'on sature très vite. Moi en plus bizarrement je sais pas pourquoi mais c'est comme ça au niveau de la création des plats je fais toujours ça au réveil. Je sais pas pourquoi si je fais ça en fin d'après-midi je sors des trucs complètement nuls donc du coup mais je peux faire ça au réveil mais tellement rapidement après le réveil c'est assez impressionnant. Parfois je me lève et j'ai mon café 5 minutes après être debout et je commence à créer des plats, un truc qui a pas vraiment de sens. Créer des plats, faire des associations de produits et puis après on voit. Et c'est vrai que du coup en prenant plus le temps, j'ai vraiment trouvé un modèle qui était beaucoup mieux et surtout j'ai pas eu peur de garder des trucs qui marchaient très bien pendant assez longtemps. Mais ça je l'ai appris aussi sur la fin de Septime parce que où justement on a commencé à faire ça à Septime. Sur la fin à garder des plats qui étaient canons plutôt que de changer pour changer parce qu'il fallait changer alors qu'en soi
c'est pas forcément passionnant, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine ? Ouais. Beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec la provenance des produits. En fait, j'ai été un peu. Je pense que c'est de la faute entre très gros guillemets. Enfin, c'est grâce à Bertrand. Donc, je fais quand même très attention à la provenance des produits, à la qualité, au côté artisanal. J'ai beaucoup de mal à travailler avec des grossistes à Rungis. Voilà quoi, enfin et puis tout ce qui est industriel, tout ce qui est même là, enfin j'y arrive pas et c'est parfois dur de réussir à faire autrement. Ici par exemple, on est obligé avec les quantités qu'on passe, on peut pas et en plus c'est pas spécialement mauvais, mais on est obligé de travailler avec des maraîchers à Rungis et qui restent très bien. Et en plus, on les embête pour la qualité et compagnie, mais à Fulgurance, j'avais du mal, ouais. C'est à cause de Bertrand. Ça fait un peu des goûts de luxe en plus. À côté de ça, tu es super investi dans la cause du gaspillage alimentaire et tu cherches à développer une vision éthique de la cuisine. Ça fait partie de ton rôle de cuisinière ? Ouais, oui, carrément. Ça fait partie de mon rôle parce que j'estime que tous, on a un rôle à jouer dans cette société. Et c'est vrai qu'en cuisine, on a vite fait de s'enfermer et de faire uniquement de la cuisine, en plus pour... une élite. Pour une élite, parce que je sais très bien que je fais... dans tous les restaurants dans lesquels je travaille, il y a plein de gens qui peuvent pas se les payer. Et c'est François Pasteau qui m'a inculqué ça pendant mon apprentissage. C'est un peu ce que je raconte à tout le monde, mais à la base, il me l'a inculqué pour des raisons économiques. Depuis, il s'est mis lui aussi à l'écologie, pas par effet de mode, mais aussi parce qu'on y croit. Et c'est vrai que je trouve ça important de faire passer un message. J'ai commencé à Fulgurance parce que Hugo et Sophie m'avaient demandé de trouver un concept pour le restaurant et puis de savoir qu'est-ce que j'allais proposer. En fait, il m'avait donné un ordre de prix, mais il m'avait dit tu fais ce que tu veux, tu fais à la carte, tu fais un menu carte, voilà. Et donc je savais pas trop parce que j'avais pas envie de faire un menu dégustation surprise. Même si c'est un peu c'est une facilité, j'avais pas envie de faire ça. Et en fait, quand j'ai trouvé cette idée de faire un amuse-bouche, un entreplat et un pré-dessert réalisé uniquement à base de sous-parties de produits qui sont habituellement jetés en cuisine, et du coup de faire passer un message qu'on peut carrément en faire des plats et que c'est pas juste utilisable dans un plat un peu caché. Déjà j'étais super contente de moi. Je me souviens très bien le jour où j'ai eu l'idée, je suis allée manger avec je sais plus qui, mais mon frère travaillait là-bas. Je suis allée manger à l'Épi du Pain et je me suis pris une coupe toute seule en terrasse en attendant la personne avec qui je déjeunais parce que j'étais trop contente de mon idée. Et même si j'ai touché que 10 personnes, en fait j'aurais touché déjà 10 personnes et finalement ça a plu et il y a plein de gens qui se sont souvenus de ça. D'ailleurs il y a un restaurateur des Deux-Sèvres que j'ai visité là la semaine dernière qui me dit mais attendez, vous travaillez où? Parce que moi j'ai mangé dans un restaurant comme ça à Paris, c'est ma fille qui m'a emmené et c'était dans le 11e et justement s'il y avait des trucs avec des produits réutilisés. La chef, elle faisait ça. C'était moi. C'est assez drôle de se retrouver là justement avec ce mec-là. J'étais là genre bah oui, du coup je vais vous dire comment on fait et puis... Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? À Fulgurance, avec cette montée du stress venu de l'espace, la fatigue. Est-ce qu'on devient chef ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Je pense que c'est donné à tout le monde, mais que on devient chef par le travail. Et que si on... Enfin, il n'y a pas des aptitudes... Je pars du principe que... Après, on fait ce qu'on peut, mais je pars du principe quand même que quand on veut, on peut. Et qu'il faut clairement s'en donner les moyens, que c'est un métier qui est difficile et qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas un caractère favorable?
Si, comme dans, aimer comme dans tout commander. métier, quoi. Oui, Non, je sais aussi. pas. Enfin, non, si, faut aimer diriger, faut aimer la rigueur, faut aimer le travail, il faut aimer transmettre, hyper important. Faut aimer gueuler sur les gens. Non, je rigole. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a des aptitudes comme pour tout métier. Après, je pense que si vraiment on a envie, c'est ce qu'on a envie de faire, il y a moyen de devenir chef, mais que ça vraiment ça se travaille. Ça se travaille et c'est beaucoup d'heures, beaucoup même d'années, je dirais, de travail, de répétition de gestes, d'années où voilà, moi il y avait pas mal d'années où, comme je disais, j'ai pas fait les Noëls en famille, j'ai pas été à l'anniversaire de la meilleure pote, ou alors je suis arrivé à 2h du matin quand tout le monde était déjà bourré. J'ai Beaucoup de concessions. ouais, voilà, j'ai gagné pas beaucoup et travaillé énormément, mais au final je suis loin d'avoir terminé ma carrière, mais ouais. en tout cas, je suis contente de là où je suis pour l'instant. Et je continue à travailler pour que ça continue. Je continue à être contente de ce que je fais, quoi. Le jeu en vaut la chandelle. Ouais, grave. Quel genre de chef es-tu, Chloé ? Je suis Juste. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis trop content. Enfin, je suis touché qu'on m'ait dit ça parce que c'est ce que j'essaye d'être. Je suis très exigeante. C'est-à-dire que je suis exigeante avec moi-même et je le suis avec les autres. Et à partir du moment où ils comprennent cette exigence, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que, je parlais de transmission à l'instant. Pour moi, c'est hyper important. En fait, c'est un métier où on peut apprendre de tout le monde et on a un vrai devoir de transmettre un savoir et de faire comprendre aux autres pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a plein de cuisiniers qui comprennent pas ce qu'ils font, qui font les choses parce qu'on leur a dit de faire. Moi, j'ai déjà un cuisinier qui m'a dit réfléchir, c'est désobéir. Je pense qu'il a complètement tort, mais qu'il a dû l'entendre d'un de ses chefs, en fait. Et je trouve ça hyper triste. Et moi, ça, c'est un truc que j'inculque beaucoup à mes équipes. C'est oui, tu fais ça, mais est-ce que tu as compris pourquoi tu faisais ça ? Et à partir de ce moment-là, on est capable de faire beaucoup de choses, de squeezer certaines étapes d'une recette, ou alors au contraire de rallonger d'autres pour avoir plus de goût et un meilleur résultat. Tout à l'heure, tu disais que la cuisine, c'était vital pour toi. T'as ce besoin de toucher des couteaux, des casseroles tous les jours ? Pas tous les jours. Je pense que je suis comme tout le monde. Il y a des jours aussi où j'ai pas du tout envie d'aller travailler, même si j'adore mon métier. Ouais, c'est vital. Quand ça, vital, faut pas exagérer, mais c'est vrai que quand ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné. Mon dernier voyage en Asie, j'ai passé 3 mois et je me suis retrouvé à cuisiner dans des guest house parce que y avait une cuisine et une place en cuisine pour moi et j'ai cuisiné avec d'autres gens. Là, je suis trop contente d'avoir parce que c'est vrai que j'ai moins les services et moins la gestion d'une équipe. Donc à Zebra, j'ai retrouvé ça et je surkiffe. Je m'éclate, je rigole. En plus, travailler avec mon meilleur ami, c'est quand même sympa. Mais non, c'est vraiment j'y retourne et puis quand je suis plus en phase de conseil ou je suis moins en cuisine, même chez moi, je cuisine beaucoup pour moi aussi. Et je me suis remise à cuisiner pour moi, ce qui est aussi assez agréable, ce que je faisais plus quand je travaillais dans un restaurant. Est-ce que ton humeur, tes sentiments influent sur ta cuisine ? Bien sûr. Bah oui, parce que c'est... Bien sûr, quand on est heureux, on cuisine toujours beaucoup mieux que quand on est malheureux ou quand on en a ras-le-bol ou qu'on expédie le truc. C'est évident. Et dans la façon dont on cuisine et dans la créativité. Je me suis surprise, à avoir des plats dont j'étais pas spécialement fier et à les reprendre en me disant non mais t'as complètement craqué. Un jour où j'en avais un peu marre, j'envoie un truc à la va-vite et en fait ça on s'en rend bien compte. Heureusement ça arrive pas si souvent que ça. Comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas ?
Chloé chef, Chloé cuisinière, Chloé... Moi j'aime bien cuisinière parce que c'est ce que je suis et le mot chef, je commence bizarrement un peu à m'y habituer ici parce que comme il y a un peu une grosse équipe, les gens m'appellent chef, mais c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas une grande fan, quoi. C'est pas spécialement un kiff pour moi de me faire appeler chef. Puis je pense que c'est pas parce qu'on se fait appeler chef qu'on est chef. Loin de là. Donc j'ai pas besoin de ça pour... j'ai pas besoin de me faire mousser avec ça, quoi. C'est comment d'être une femme chef ? C'est très cool d'être une femme chef. Je pense que c'est moins cool dans certains endroits. C'est très cool à Paris parce qu'il n'y a aucun problème de misogynie. Enfin, moi j'en ai jamais eu, et si jamais j'en ai eu, je me suis barré. Je me suis jamais laissé faire. Il n'y a pas aucun problème. Non, il n'y a pas aucun. Non, il y a pas aucun problème. Non, il y a pas. Non, pardon, t'as raison. Je vais pas me foutre à dos tous les... Tout va bien, le monde des bisounours. La cuisine est un monde de bisounours. Je vais retirer ce que j'ai dit. Est-ce que la cuisine est un monde de bisounours, Chloé ? Non. La cuisine n'est pas un monde de bisounours. En revanche, je pense que non, tout ne va pas bien, mais par contre, on a une force dans ce métier, c'est qu'on manque pas d'offres d'emploi de nulle part, et que je pense que le meilleur moyen de punir tous les connards en cuisine, c'est de se barrer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que si je me suis pas bien senti quelque part, je suis toujours parti. Et j'ai toujours refusé de travailler avec des gens qui étaient pas corrects, que ce soit parce que je suis une femme ou pas d'ailleurs, que ce soit la raison ou parce qu'ils sont juste pas corrects. Et moi j'ai toujours eu du mal à comprendre avec la quantité d'offres d'emploi qu'il y a, à comprendre les personnes qui se font maltraiter en cuisine et qui restent à travailler dans certains endroits, enfin, malgré le fait que ça soit des palaces, des 2 étoiles, des 3 étoiles, c'est quelque chose qui m'embête, et je pense que la meilleure façon de punir ces gens-là, c'est de se barrer et qu'ils aient plus d'équipe. Et toi, c'est ce que t'as fait ? C'est ce que j'ai toujours fait, ouais. T'as eu des mauvais comportements qui étaient liés à... Des mauvais comportements, d'une certaine manière, oui. Pas ni physique ni oraux, mais quand ça m'a pas plu, Tu partais. Je suis parti, quoi. Ça m'est pas arrivé très souvent. Après, je me suis jamais laissé faire, non. Même apprenti, pour demander à François Pasteau, même apprenti, je me suis pas laissé faire non plus. En fait, quand c'est injuste, je me laisse pas faire. C'est-à-dire que si c'est juste qu'on me dise t'as fait de la merde, pourquoi t'as fait ça, je te l'avais déjà dit, machin, j'ai toujours reconnu mes erreurs, j'ai baissé les yeux, je me suis excusé et basta. Par contre, je me suis jamais laissé faire quand c'était injuste sur les remarques. De toute façon, t'as pas envie, t'en as rien à foutre, t'as la flemme, t'aimes pas ce que tu fais ou je sais pas quoi. On m'a dit aussi une fois, hein, t'es conne. C'est jamais passé. Jamais passé. J'ai toujours gueulé en retour. Plus fort que l'autre. Mais je crois que je faisais ça avec ma mère ado aussi. Et t'as jamais eu de mauvais comportements liés au fait que tu sois une femme ? Non, j'en ai jamais eu. Je crois que je suis j'étais la première femme en cuisine, même après 10 ans d'ouverture à l'Épice du Pain. Et forcément, je me suis retrouvé dans cet univers-là, avec toutes les remarques qui vont avec. Et du coup, non, je me suis pas laissé faire, je me suis pas laissé bouffer, quoi. T'as tout de suite marqué ton territoire ? Ouais, marqué mon territoire, oui. Et puis, je pense que c'est un métier aussi où il faut s'affirmer et pas laisser faire les injustices. Mais je dis pas qu'il y a pas de problème non plus, mais je pense que c'est que ça reste du travail. Et moi, j'ai eu des, ça reste du travail et c'est pas une histoire de vie privée ou quoi. Et j'ai eu des parents, des amis de mes parents qui m'ont appelé parce que leur fils ou leur fille commençait la cuisine. Et je me souviens notamment d'une fille qui commençait la cuisine et la mère m'appelle en me disant que le chef de cuisine lui fout des coups dans les côtes quand elle fait des conneries et qu'elle a des bleus. Et je lui ai dit mais vous faites, qu'est-ce que vous faites si votre fille sort avec un mec violent, vous allez porter plainte, et parce que là c'est du travail, vous laissez un mec taper sur votre fille de 16 ans. C'est pas
on travaille en fait. On travaille, on fait à manger à des gens. Il y a plein de gens qui vont se moquer de moi et qui savent très bien ce que je veux dire maintenant, mais on fait à manger à des gens et on sauve pas des vies. Et c'est un truc qu'il faut sans arrêt garder en tête et que, enfin, on tape pas sur des gens parce qu'on n'a pas assez salé un ripilaf quoi. Donc voilà. Tu te vois où dans 10 ans ? Toujours à Paris. Pour l'instant, en fait, je kiffe tellement ma vie que j'aimerais bien que ça continue comme ça, avec d'autres projets, plus ou moins, d'autres projets complètement différents, que ça change encore tout le temps, voir plein de choses. J'aimerais bien bosser un peu plus à l'étranger, continuer à voyager, découvrir des pays, partir à droite à gauche pour le boulot, trop bien quoi. Bon, c'est la fin et on a faim. Est-ce que tu aurais une recette, la recette que tu fais à la maison toute simple. Donc lundi soir, j'étais toute seule et justement j'avais faim. Et j'ai été acheter un pâtisson, une aubergine, un oignon rouge. J'ai trouvé des cornichons aussi, mais frais, pour les faire moi-même. Je fais toujours des cornichons frais chez moi. J'ai fait sauter tout ça à la poêle avec de l'ail râpé. J'ai toujours plein de condiments. Moi, j'ai un gros économa chez moi. Un gros économa pour pouvoir avoir plein de petits condiments. Et beaucoup de moutarde. C'est ça. J'ai acheté également un encornet et je me suis fait des encornets sautés avec du vinaigre, de l'ail. Alex m'avait ramené une pâte de soja de Londres. C'est un peu compliqué ça. Je fais plein de trucs. Je cuisine. Je lance dans ma poêle des trucs. Et ça fait un truc bon à la fin. Et ton encornet, tu le coupes comment Ah ouais, tu veux toute la recette? Oui. J'ai pas préparé. Alors, bah là, je l'ai coupé en... À la base, c'est pas ce que je voulais faire, mais je l'ai coupé en petits cubes. Je l'ai fait bien caraméliser, de la même taille que mes courgettes que j'ai coupées en petits cubes et mon petit pâtisson que j'ai coupé en petits cubes. Là, je l'ai râpé à la microplane avec de l'huile d'olive, de la pâte de soja à l'huile pimentée. Si on n'en a pas, on prend quoi? Et si on n'en a pas, on prend du tabasco. C'était pour avoir du piment un peu. Et tu fais revenir tout ensemble à la poêle? Je fais revenir tout ensemble à la poêle, bien caramélisé. Combien de temps? Faut que ça accroche au fond. Et après, on arrête la poêle. Quand ça a bien accroché au fond et qu'on n'arrive pas vraiment à le décoller, on met la poêle de côté et on laisse l'humidité redécoller le tout. Et voilà, faut que ça soit bien compoté quand même. Donc ça c'est fait long? un quart d'heure. Un quart d'heure. Ah, c'est super bon. Après, c'est mes frichtis du lundi pour moi toute seule. C'est un peu mes petits secrets, il n'y a personne qui sait. Merci Chloé. De rien. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, vous pouvez pister Chloé sur son site chloécharlescuisine.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.